On est live, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce petit webinaire. On va juste attendre quelques instants que tout le monde puisse se connecter et rentrer très vite dans le vif du sujet. Je m'appelle bien Romain, pour ceux qui me connaissent. Je ne m'appelle pas Étienne. Donc, si vous avez des questions, vous nous les posez dans le chat, c'est moi qui m'en occuperai. Et puis, on essaiera d'y répondre avec Taous au fur et à mesure du webinaire. Hello Gilles. N'hésitez pas à poser des questions. On aime bien commencer à l'heure, il est 11h31. Je vous propose d'y aller. Merci à tous de vous rendre disponibles pour partager avec nous ce petit moment et ce webinaire. On a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Taous Sidi Saïd, qui a plusieurs casquettes, notamment celle de directrice des ressources humaines et porte-parole du groupe de la compagnie de Phalsbourg. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore la compagnie de Phalsbourg, c'est une société hyper novatrice et qui crée des lieux de vie exceptionnels. Et ça serait intéressant justement de partager avec elle sa vision sur ce sujet de retour au bureau qu'on a voulu aussi accompagner de cette notion de quête de sens et de redonner du sens aux équipes pour justement accompagner leur retour au bureau. Et Taous s'occupe également du Philanthrolab, qui est le premier lieu dédié à la philanthropie et qui respecte la règle que j'énonçais précédemment. Évidemment, c'est un lieu d'exception. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous propose d'aller voir à quoi ressemble le Philanthrolab qui a ouvert récemment à Paris. Et c'est assez magique. De par son architecture, mais aussi sa mission et ce qu'on y fait et ce qu'on y vit. Tu nous donneras l'adresse, Taous, après quand même. C'est 15 rue de la Bûcherie, 5e arrondissement, au pied de Notre-Dame. Je connais par cœur l'adresse. Et je vous invite vraiment, quand ce sera ouvert et inauguré, à venir le voir en masse. Voilà. Génial. Juste, voilà, je suis aussi gardienne de Bouddha. On est en perdu, donc je voulais diffuser un peu de zénitude à travers ce webinaire. On en a bien besoin. On va parler retour au bureau, même si Greg nous a fait une super description de la compagnie de Phalsbourg. Il y a quand même une notion immobilière, mètre carré, bureau. Donc, voilà, le premier sujet, c'est un peu avoir ton avis, Taous, sur comment toi, tu vois le bureau de demain dans les grandes lignes. Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on a plus de services? Est-ce qu'on a moins de mètres carrés? Et un peu faire justement la transition avec le Philanthrolab, voir voilà, toi, ta vision immobilière et DRH du bureau de demain, quoi. Je pense que le bureau de demain va devoir quand même garder sa fonction de lieu de réunion, de consolidation, j'allais dire, d'esprit d'équipe. Donc moi, je reste quand même convaincue qu'il faut qu'il y ait un lieu dédié à ça. Donc le bureau de demain, évidemment qu'il va devoir s'adapter à ces nouvelles façons de travailler avec l'émergence de tous ces moyens de communication, Internet, les chats, etc., etc. Mais je reste persuadée que l'humain doit absolument garder le lien. Et le bureau, ça reste quand même le lien qui fait que les gens se réunissent, travaillent ensemble, partagent cette émulation, se rappellent les uns les autres ce pourquoi ils sont là. Donc, le bureau de demain va être à mi-chemin entre, oui, on peut travailler de partout, mais il faut garder quand même le lien avec la maison mère. C'est très important. Maison mère, la notion de maison mère, c'est voilà, celle qui réunit tout le monde et qui protège tout le monde. La famille. Il y a beaucoup cette notion de bureau totem, lieu de rassemblement, lieu de service. Et donc, enfin, il y a quand même beaucoup de statistiques. Là, il y a des stats, il y a une étude OpinionWay qui est sortie qui dit que 50%, alors ça varie de 30 à 60, je ne sais pas qui a raison, mais il y a quand même une majorité des collaborateurs qui vont avoir du mal à revenir au bureau. Donc, le bureau de demain, c'est toujours ce lieu totem, mais donc ça passe par quoi? Plus de services? Comment on donne envie aux collaborateurs d'avoir envie de créer, comme tu le dis, de se revoir, de se rassembler? C'est quoi? C'est le service? C'est les aménagements? Comment tu vois ça? Les aménagements sont très importants. Il est clair que la peur que peuvent avoir les gens de revenir
après un an pour beaucoup dans les bureaux, c'est comment on sort finalement, on repart de chez soi, on a notre confort, nos repères, on est protégé à revenir dans ce lieu qui est supposé être quand même un peu vecteur d'anxiété, de stress, de rigidité. Donc déjà l'aménagement. Okay. Je ne dirais pas jusqu'à dire on va faire des petits rappels un peu de ce qui est chez soi, mais il faut que les gens puissent amener un peu de chez eux dans les bureaux. Des repères, des photos, des choses qui leur soient personnelles. Parce que c'est ce qui fait que les gens, et c'est ce qui fera d'ailleurs que les gens vont pas avoir cette espèce de coupure entre je suis chez moi, je suis au bureau. Alors bien sûr qu'il faut cette coupure-là, il faut qu'il y ait un clivage. Mais il ne faut pas qu'il y ait cette espèce de spleen, cette peur. On a beaucoup vécu avec ce stress, le fameux dimanche soir où les gens sont tous angoissés à l'idée du lundi. Ben, si on va au travail comme on va chez soi, pour voir des gens avec qui on aime passer du temps, avec qui on travaille sur des choses qui ont du sens pour nous, qui sont excitantes dans un lieu qui est aménagé de façon à ce que, et ce soit le bureau, et ce soit le lieu de convivialité, je pense que le problème ne se posera pas. Donc oui, l'aménagement, les bureaux et les services, évidemment. Les services, si vous avez, alors, on parlait tout à l'heure en off de tout ce qui se fait chez Google, etc. On peut trouver un compromis entre un lieu de travail qui ressemble à un parc d'attractions, c'est pas trop mon délire, et un lieu qui soit un lieu où, voilà, tiens, je vais me poser au café, dans la cafette avec des collaborateurs, je vais aller faire un baby-foot histoire de me détendre. Tiens, je vais prendre un collaborateur d'un autre service, je vais faire un ping-pong avec lui. On ne se parle jamais en général, mais on se réunit autour de quelque chose pour consolider les équipes. Voilà. Ok, donc fonction première, bureau, rassemblement, créativité et services en plus, mais qui deviennent satellites. Le bureau ne devient pas un parc d'attractions comme tu le dis, et on ne dira pas les noms des boîtes à qui tu pensais. Il y a un sujet aussi. Comment tu vois ça? Toi, est-ce que vous voyez des projets ou est-ce que vous mettez des choses à disposition des collaborateurs sur la mobilité? Parce que j'adore ton idée du cocooning, d'être comme chez soi, mais ça passe aussi par le transport parce que quand on a bossé chez soi, on a moins eu ce stress et cette perte de temps et de productivité pour beaucoup de personnes dans les transports. Et donc, est-ce que vous voyez dans vos projets immobiliers de bureaux tertiaires pas mal de sujets sur la mobilité qui arrivent ou pas encore? Il y a encore ce… Nous, déjà, en tant que entreprise qui travaille, qui réfléchit déjà au-delà de chez soi, enfin au-delà de nos bureaux à nous. Donc, comme vous le savez, on fait des projets mixtes. Et parmi les projets mixtes que l'on a, nous avons aussi des projets de bureau. Il est évident, entre le moment où on remporte un concours et au moment où on doit livrer, il y a la vie, il y a les événements, il y a les aléas. Et dans ce cas-là, nos clients potentiels, eux aussi, changent de fusil d'épaule. C'est-à-dire, ils changent leur façon d'aménager les espaces, ils ont besoin de moins d'espace. Ils sont obligés d'intégrer la mobilité dans leur projet de déploiement et de location et d'investissement. C'est le cas pour nous aussi, clairement, le sujet de la mobilité, le sujet de l'optimisation du temps aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le lieu de travail soit un lieu unique dans lequel on prouve qu'on travaille. Il faut que l'on soit pragmatique, que l'on soit pratique. Si on a plus d'efficacité et plus de productivité en permettant à quelqu'un de travailler, de s'installer un bureau mobile ou un remote office près de là où il travaille, là où il vit, c'est tout bénéfique pour tout le monde. C'est de l'anxiété de part et d'autre qui s'estompe et c'est de la productivité et de l'efficacité qui en ressort. Est-ce que concrètement, en interne, vous avez changé, entre guillemets, les règles? Et par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que le retour prochain au bureau, il va s'articuler et s'organiser autour de ces nouveaux concepts? Il va fatalement et clairement devoir s'adapter à ces nouveaux concepts. Nous, on a une particularité, c'est qu'on a permis quand même, tout en respectant les consignes gouvernementales, on n'a pas fait du tout télétravail parce qu'il était important que les gens… On a voulu un peu adoucir cette étape de déconfinement où on revient d'un coup au bureau et on se redécouvre. On a voulu garder un lien. Donc, nous, on a travaillé là-dessus depuis 1 an. On a été pragmatique. On a été évidemment dans le respect des consignes et des gestes de distanciation, etc. Mais on a maintenu 2 jours de travail dans les bureaux en s'organisant pour que tout le monde ne se croise pas. Donc, on va dire, garder le lien. On a gardé le lien, on a gardé l'ADN. Maintenant, on est quand même en train de travailler sur la manière dont les gens vont revenir full-time au fur et à mesure. Dans ce cas, on va travailler sur,
parfois des solutions digitales qui vont permettre aux gens de travailler ensemble dans le même endroit, mais pas forcément en se rencontrant. On va travailler sur, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les espaces, sur le management aussi. Comment est-ce qu'on met à l'aise un manager pour qu'il pilote une équipe sans qu'il soit dans l'angoisse d'avoir à fliquer la présence ou la… Voilà, donc on va dire, c'est au-delà de l'outil, c'est vraiment l'esprit qu'on va maintenant insuffler et comment on va traîner les managers à aider les gens à revenir au bureau sans leur mettre tout de suite la pression du… je fais beaucoup de body language, excusez-moi. Oui, je suis très sérieuse. Donc, comment on peut aider surtout les managers à insuffler ce vent de confiance et d'autonomie et de responsabilisation que les gens soient au bureau ou pas. Voilà. C'est vrai que le rôle du manager et du management, quels que soient les niveaux hiérarchiques, semble vraiment essentiel dans l'accompagnement de ce retour au bureau et l'accompagnement dans ce passage au nouveau monde et aux nouveaux usages. C'est hyper, dans toutes les études et les analyses qu'on voit, il faut bien prendre conscience que le retour au bureau ne va pas se faire du jour au lendemain, que c'est une période de transition qui va être plus ou moins longue. Nous, on a plutôt tendance à penser qu'elle va s'étaler au moins sur plusieurs mois entre le 9 juin, qui est la date symbolique, en admettant que le calendrier sanitaire soit maintenu, et début septembre, qui sera pour nous la vraie rentrée. Mais voilà, il va falloir trouver des solutions et proposer aux collaborateurs des formats digitaux, hybrides, présentiels, arriver à mixer tout ça. Mais on voit beaucoup clairement qu'il y a un vrai besoin de reconnaissance de la part des collaborateurs. Et c'est là où le management va avoir besoin de savoir faire passer ces messages, de savoir remercier et de savoir accompagner et valoriser toutes ces équipes qui, pour beaucoup, ont quand même dû traverser des périodes, des moments difficiles. Et il faut que le passé puisse, si je peux dire, s'oublier progressivement pour laisser place à quelque chose de différent. Et justement, si on aborde un peu ce côté des marqueurs de l'expérience collaborateur, est-ce qu'il y a déjà un peu des choses qui sont prévues ou dans le quotidien, que ça soit en interne chez vous ou dans les réalisations que vous avez faites? Tu nous parlais aussi en off d'avoir réalisé un manifeste sur l'amour du client, notamment pour les centres commerciaux que vous avez créés, qui ont longtemps souffert, étant considérés comme des lieux non essentiels. Et donc, tout le staff qui travaille dans ces lieux est revenu progressivement au bureau, mais quand même avec un état d'esprit assez particulier. Alors, pour rebondir déjà sur ce que tu avais dit sur la valorisation du travail, etc., il est important déjà que tous les collaborateurs soient capables eux-mêmes de valoriser leur propre travail. Et on valorise son propre travail en sachant en quoi il s'inscrit et dans quoi il s'inscrit. Il faut qu'il y ait une autonomisation de cette valorisation. Je m'explique. Si les gens savent, si dans le processus de recrutement, on explique aux gens quel est le résultat final, quel est l'objet pour lequel une entreprise existe, c'est important de leur rappeler leur rôle important et leur rôle primordial. C'est vrai que c'est un truc qu'on fait beaucoup ici chez nous, c'est que nous, notre slogan, c'est pour construire la France de demain et c'est l'affaire de tous. On a tous les métiers, les chaînes de valeur qui sont représentés, mais moi, je sais que le comptable, il construit la France de demain autant que le développeur ou la personne qui construit littéralement. Parce que tout le monde est important dans cette chaîne de valeur-là et tout le monde, et la présence de tous est requise et c'est l'avantage de travailler en mode projet. En mode projet, c'est ma partition à moi ne peut pas être parfaite si l'autre n'a pas bien joué sa partition. On est dépendants et interdépendants les uns des autres, ce qui rend la chose trop responsabilisante, mais au moins valorisante déjà. Donc, la personne doit savoir valoriser son travail et le manager doit aussi, souvent dans ces moments un peu de doute, parfois
parfois les gens sont en perte de sens, en perte d'équilibre. C'est le rôle, là, pour le coup, du manager et des ressources humaines, de venir faire cette petite piqûre de rappel, de dire, mais non, mais regarde ce que tu as fait, regarde ce qui avance grâce à toi, regarde ce qui n'aurait pas pu avancer si tu n'avais pas été là. Donc, c'est l'ego qu'il faut rebooster pour que les gens soient capables d'aller mener leur nouvelle bataille. Maintenant, pour revenir sur le manifeste d'amour du client, nous, on crée des lieux de vie. Et à la base, les lieux de vie que nous créons, c'est des centres commerciaux en périphérie de ville qui sont souvent, et je vais essayer de le dire avec toute l'objectivité qui est la mienne, des endroits exceptionnels et splendides. Je le dis, c'est pas moi qui les ai construits de mes propres mains, donc je n'ai aucun problème à le dire. Et dans ces lieux, on accueille du public, on accueille des clients, on accueille des gens qui comptent sur ces endroits-là et sur les gens qui y travaillent pour leur apporter un peu de respiration, un peu de distraction, un peu de lâcher prise. Il est primordial pour nous, dans notre acte de recrutement, de rappeler ça aux gens. C'est valoriser le travail des gens qu'on recrute sur le terrain. L'hôtesse d'accueil, elle sait, quand elle est recrutée chez nous, que son rôle est primordial, que le sourire qu'elle va donner, l'information, le petit plus qu'elle va donner au client, va égayer la vie de ce client-là. On ne sauve pas des vies, on ne règle pas les problèmes des gens, mais on leur permet de rentrer dans une parenthèse. Et je dis souvent aux gens qui travaillent dans nos centres, dites-vous que vous êtes dans un théâtre. Une fois que le rideau est levé, vous avez tous un rôle à jouer. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos contrariétés, il ne faut pas que le client le voie. Et c'est vrai que c'est une chose qu'on ne voit pas assez souvent moi, quand je fais moi-même l'expérience d'être cliente quelque part. Parfois, j'ai l'impression que ce discours-là, le client, le fait de l'aimer, le fait d'être rien sans nos clients, nous, on est totalement humbles par rapport à ça. Sans nos clients, nous ne sommes rien. Et j'espère que les clients qui sont bien traités sauront se fidéliser et revenir. Moi, j'invite les gens qui sont maltraités à ne jamais revenir dans un lieu. Clairement. Si demain, ils sont maltraités chez nous, je ne souhaite surtout pas qu'ils reviennent. Notre objectif à nous, c'est d'aimer nos clients de manière inconditionnelle. Et on est très heureux de les avoir retrouvés, d'ailleurs, depuis quelques jours. Il y avait un article génial de Harvard Business Review là-dessus sur la symétrie des attentions. Tout ce que je fais pour mes clients, je l'ai fait pour mes collaborateurs aussi. Ça rejoint un peu ça. C'est exactement ça. Et donc ça, c'est un angle très intéressant, mais d'un point de vue concret, je pense que le sujet chez beaucoup des clients RH ou comme interne à qui on parle, c'est la communication, parce que c'est des notions de lien social, de réengagement, tu m'as dit un mot que j'ai beaucoup aimé, valeur humaine, chacun a sa valeur dans le projet. Mais comment vous faites, tu contrôles la communication sur tous ces sujets-là aussi, ou il y a une personne chez vous qui s'occupe de la com interne, qui est ralliée aux ressources humaines? Comment vous faites pour communiquer sur toutes ces initiatives, depuis le process d'onboarding jusqu'à l'accompagnement, que ce soit un manager ou un collaborateur? Déjà, nous, on tient, dans mon équipe, on est 3 personnes et c'est vrai que notre rôle est déterminant dans la manière dont la personne arrive, est intégrée et potentiellement est réussie chez nous. Donc, nous, on est vraiment là pour être la porte d'entrée de manière évidente, mais nous sommes les accompagnateurs. C'est notre rôle à nous, d'abord, de donner toutes les clés de réussite, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient humaines, etc. Et d'aider aussi le management. Les managers, parfois, surtout dans des structures à taille humaine comme nous, ont parfois l'impression de perdre du temps à former quelqu'un. On leur dit non, formez bien les gens, perdez ce temps-là au début. Perdez-le en formant, en donnant toutes les clés, en donnant des objectifs clairs, parce qu'après, c'est un temps que vous gagnez après dans la productivité de la personne que vous recrutez. Donc nous, les ressources humaines, parce qu'on ne va pas avoir quelqu'un en plus qui va faire la communication. Les ressources humaines, il y a humaine là-dedans. Et humaine veut dire communiquer, être proche, être à l'écoute, être attentif. Donc, il n'était pas question que cet aspect-là soit décorrélé de ma fonction et de celle de mes collaboratrices. Ok, super. Parce qu'il y a plein d'entreprises chez qui, justement, cette fonction de communication interne, lien avec les collaborateurs, de par l'activité fermée, je pense à des activités dans la restauration, où il y a eu très peu de com internes qui ont été faits. Et du coup, le gap dans ce retour au bureau est beaucoup plus important que d'autres entreprises. Donc, on parle des entreprises qui ont besoin d'un accompagnement majeur par rapport à d'autres qui ont mis des piqûres de rappel, qui ont continué à engager au fur et à mesure du temps, même si l'activité était stoppée. Donc, voilà, il y a un gap dingue, en tout cas dans le maillage des entreprises à qui on parle sur ces activités de communication, parce qu'elles ne l'ont pas fait. Oui, clairement.
Et nous, en plus, on a la chance d'avoir un intranet qui fait que les gens qui sont sur le terrain, nous, aujourd'hui, on est 163 collaborateurs, tout compris, on a, y compris les gens sur le terrain, les directeurs de centre, etc. Et on a tous un intranet où chacun partage avec tout le monde. Les gens à Lyon, ils savent précisément ce qui se passe au siège et les gens du siège savent ce qui se passe en région. Donc, on n'a pas créé de frontières entre les gens du siège, les fonctions support, les opérationnels, le jardinier, l'hôtesse. On est tous une seule et une même équipe. C'est-à-dire qu'on est tous sur le même bateau et le travail de tous concerne tout le monde. Donc, c'est ce qui est très chouette d'ailleurs à la compagnie de Falsbourg, c'est qu'on fonctionne vraiment dans une espèce d'esprit de famille où tout le monde est impacté par toutes les actions de tout le monde et on insuffle un peu ce vent de fierté et d'appartenance en fait. Voilà. Ok, donc ton conseil sur un peu là, si on résume cette partie un peu expérience collaborateur, c'est redonner pour ce retour au bureau et les accompagner, c'est redonner aux collaborateurs la vision de sa valeur ajoutée dans son équipe et dans le projet d'entreprise un peu plus global, et après de remettre de l'engagement et insuffler du lien social dès lors qu'il a son rôle et sa valeur qui est bien posée. Mais donc c'est humain, exactement. Équipe, entreprise, quoi. Et surtout, n'importe quel métier, n'importe quel secteur a du sens. On a eu une période où il y a eu on a décidé qu'il allait y avoir du non essentiel et de l'essentiel, etc. Mais in fine, tout est essentiel. Donc, ce que je recommande à tout le monde, c'est d'aller au-delà de juste son job, son titre et son rôle intrinsèque. Donc, quoi son rôle est impliqué et quel est le résultat final de sa partie à lui. Parce que je ne sais pas, si on travaille sur un tableau Excel toute la journée, la satisfaction, je peux dire, j'ai travaillé sur un tableau Excel toute la journée. À quoi sert ce tableau Excel? À quoi sert cette action aujourd'hui? In fine, on retrouve des choses qui servent. Donc, redonner du sens, c'est de se dire, tiens, mine de rien, avec ce que j'ai fait aujourd'hui, dans 2, 3 jours, 4 jours, 1 mois, ça va sortir. Donc, c'est toujours visualiser loin dans l'horizon ce pourquoi on travaille, quelle que soit la fonction. Je dis bien quelle que soit la fonction, il n'y a pas de métier qui est décorrélé de son importance au sein de la société et de la grande société. Ok. Donc, si je résume, on reprend ses mètres carrés pour la productivité, pas créer un trop gros gap par rapport à ce qu'on a vécu en télétravail, et on repense ses mètres carrés pour avoir une fonction majeure travail, mais des satellites serviciels autour. Exactement. On redonne du sens en repensant à l'humain et quelle est sa contribution et sa valeur ajoutée dans un projet d'équipe et dans un projet d'entreprise. Troisième sujet, je ne vais pas enfoncer une porte, mais on entend ce mot insupportable d'hybridation dans tous les sens. J'aimerais pas être une RH en ce moment qui se fait démarcher par des solutions RH Tech avec des armées de sexe derrière. Il y a quand même des outils digitaux assez géniaux dont on va parler. Juste toi, on dit que le monde de demain ne sera pas que digital, pas que présentiel. Votre Internet, par exemple, si tu disais que c'était un outil majeur pour engager, communiquer, et donc ça fait partie des choses que vous utilisez quand même beaucoup, même si vous êtes resté au bureau, qu'il y a eu ce turnover. Vous utilisez quand même du digital à la compagnie de Falsbourg? Oui. Déjà, du fait d'avoir des collaborateurs basés en région, d'avoir des collaborateurs basés aussi à l'étranger, on doit avoir un lieu commun, hybride, qui permette à tout le monde de partager ses expériences et de partager un peu ses réussites, etc. Donc, il est clair que sans cette hybridation, sans ce digital-là, on n'aurait pas le même niveau de consolidation des équipes et d'une entreprise. On se contenterait d'attendre, comme à l'époque, 2 fois par an, où il y a des séminaires ou une fête de fin d'année pour que les gens, parfois même, fassent connaissance ou se donnent des nouvelles de ce qu'ils font. Avec un poste, une info, tout le monde a le même niveau d'information. Et ce même niveau d'information, c'est fédérateur. C'est le même sentiment de fierté à l'instant T, le même sentiment du devoir accompli à l'instant T et surtout des projections. Voilà, donc c'est vraiment, pour moi, je suis une grande partisane, pas encore assez une bonne pratiquante, mais une grande partisane de cette hybridation-là, de tout ce digital qui s'installe et qui s'instaure et qui a vraiment bien pris le relais pendant 1 an, clairement. Donc, je pense qu'il faut garder en tête qu'on va continuer sur cette lignée-là. Et il y a un vrai sujet aussi autour
la prise de connaissance du climat social et du monitoring un peu en temps réel de ce que pensent et de ce qu'attendent les collaborateurs. C'est vrai qu'en France, on n'est pas hyper bon pour ça comparé à d'autres pays européens ou dans le reste du monde. Et on pense que voilà, la période qu'on vient de traverser a quand même été assez traumatique et que des entreprises qui, historiquement, sondent leurs équipes tous les 6 mois ou une fois par an vont devoir clairement augmenter la fréquence de ces sondages, quelles que soient les solutions retenues, pour vraiment essayer de suivre au plus près l'évolution des besoins et des attentes des collaborateurs. Il y a plein de solutions que vous connaissez peut-être, type Supermood, Bloom at Work. Ouais. C'est vraiment des moyens de, selon les items du choix et les priorités et les enjeux du moment, redoubler de vigilance par rapport à s'assurer que ce qu'on propose aux collaborateurs corresponde à leurs besoins et leur permettre de faire face intelligemment et de manière constructive à l'évolution de la situation. Il y a deux autres outils. Enfin, on va parler productivité et comment mieux gérer un fichier Excel, même si aujourd'hui, avoir un fichier Excel avec des V12, c'est interdit. C'est interdit. Il y a deux autres sujets, deux autres startups qu'on aime bien. Justement, je crois qu'il y a Thomas, le fondateur de All Colibri, qui est connecté. Donc, c'est une solution digitale pour accompagner l'engagement et la quête de sens des collaborateurs. On va vous mettre le lien dans le chat. Et une autre startup digitale qui commence à avoir beaucoup de presse en ce moment et à se développer chez des grands comptes, qui s'appelle Mindday. C'est Boris Pourreau, le fondateur de Sport Heroes, merci, qui a monté une solution digitale pour pouvoir avoir des consultations pour accompagner le bien-être et la santé mentale des collaborateurs. Parce que vous devez le voir partout, si vous n'êtes pas dans les fonctions ressources humaines, mais des managers. Ouais. La santé mentale est un des énormes sujets du retour au bureau. L'impact du télétravail, du stress, de la productivité, tout ça a impacté la santé mentale des collaborateurs. Et donc, grâce au digital, vous pouvez permettre à vos collaborateurs d'avoir des consultations avec des psychologues, des sophrologues, des instructeurs méditants pour accompagner la santé mentale des collaborateurs. Donc, voilà, le digital, c'est un sujet dont tout le monde parle. Il faut savoir quel bénéfice qu'on cherche et trouver la bonne solution. Mais donc, si vous avez besoin de conseils là-dessus, on voit plein de choses passer. On vous les mettra dans le chat aussi. Il nous reste 3 minutes, Taous. Alors, oui, et très important aussi pour dans la quête de sens, il faut aussi être dans redonner du sens à ce qu'on fait, c'est être dans le partage, dans l'intérêt général. Et ça, c'est une chose à laquelle on tient énormément à la compagnie de Phalsbourg. Et vous avez eu la gentillesse d'évoquer le Philantrolab au départ. Nous, on a la chance d'avoir un lieu dédié à la philanthropie qui accueille des coworkers qui sont engagés dans des startups philanthropiques d'intérêt général, etc. Et nous, on a créé le lien entre nos collaborateurs et toutes ces startups et tous ces résidents en permettant à nos collaborateurs de consacrer quelques heures par mois à aider à travers leur métier ces startups, que ce soit sur de la veille juridique, sur du contrôle de gestion, sur des ressources humaines, etc. Donc, quelque part, indirectement, les gens contribuent à quelque chose de grand qui les dépasse, qui est juste le partage, la solidarité. Donc, voilà. Donc, quelque part, on peut aussi, à travers ce que l'on fait, redonner du sens en étant dans le partage, dans l'intérêt général et dans la solidarité. Voilà. Donc, ça peut être pas mal qu'on rentre dans cette séquence-là désormais, après ce qu'on a vécu, et j'espère qu'il est un souvenir bientôt pour nous. Et ça nous permet de conclure avec cette phrase qu'on a trouvée dans un peu votre statement justement du Philantrolab, donner rend meilleur, qui est pleine de sens et qui, chez nous et on l'espère chez vous, résonne de manière extrêmement forte et positive. Voilà, testée et approuvée. Je vois qu'il est 59. On aime bien commencer et terminer à l'heure. On vous repartagera le replay de ce webinaire. En tout cas, voilà, on voit bien comment ce retour au bureau est un sujet stratégique. On a essayé de dégrossir un certain nombre d'éléments par rapport à ça. En tout cas, que ça soit la santé mentale, l'engagement, la convivialité
tout ce qui est autour de ces notions d'organisation, de productivité, parce qu'on va travailler dans des lieux différents avec des outils différents et proposer des nouvelles expériences à nos équipes, à nos collaborateurs. Ça nous semble vraiment être les piliers qu'il va falloir travailler, autour desquels on va devoir articuler un accompagnement assez global pour faire en sorte que ce retour au bureau qui va s'étaler sur une période plus ou moins longue prenne du sens et fonctionne le mieux possible. Exactement. 12h00. Merci Taous. Parfait. Merci à vous de m'avoir invité. Et merci pour cette initiative. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci Taous encore. Merci à tous. Bonne journée, bon courage et prenez soin de vous. Merci. Au revoir.